throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce 91e épisode du podcast. Thomas de retour au micro et ce soir, aujourd'hui même, toujours en compagnie de mes deux acolytes, Franz et Guillaume. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Salut Thomas, salut Franz, bonjour à toutes et à tous. Ça va très très bien, j'ai passé une très bonne semaine. Salut Guillaume, salut Thomas. C'est étonnant, je ne sais pas pourquoi tu as passé une si bonne semaine. Je ne sais pas, mais peut-être l'approche des fêtes. Ouais, peut-être, c'est ça, l'esprit décembre, les cadeaux de Noël avant l'heure. Peut-être, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que être fan des Panthers, c'est un peu comme une bonne séance de cardio, tu vois. T'arrêtes pas de changer de rythme. On est passé de pas du tout optimiste à tiens, bon, on n'est pas si mal, on apprend à maintenant. Peut-être même un objectif complètement différent. Donc, aïe, aïe, on est un peu schizophrène cette année, mais c'est pour le mieux, donc tant mieux. On est très clairement schizophrène et on va peut-être commencer du coup par parler de cette raison de bonne humeur d'emblée. Cette semaine se jouait le match entre les Buccaneers et les Falcons. Buccaneers qui étaient devant nous au classement de la division. Et on a un retour des Falcons en plein match. Bon, d'habitude, ils ont plutôt l'habitude de se prendre les retours dans l'autre sens. Mais cette fois-ci, ils ont fait le comeback. Ils gagnent le match 28-29. Pourquoi on en parle ? Parce que du coup, on se retrouve en tête de division et que maintenant, nous avons toutes les cartes en main pour terminer en tête. Quand on regarde les affiches qui arrivent avec deux oppositions face aux Buccaneers et une opposition face aux Saints. C'est improbable. C'est totalement improbable. Il y a 3 semaines de ça, après je crois que c'était le débrief après les 49ers, où on disait qu'on avait qu'on entamait nos playoffs maintenant et qu'il fallait maintenant tout gagner. Et là, on a eu par le passé l'occasion de se moquer gentiment des Panthers pendant les bye week en disant qu'ils étaient capables de les perdre parce que tel joueur allait réussir à se blesser ou je ne sais quoi. Là, quand tu reprends un petit peu le récapitulatif de ce qui s'est passé sur les 10 derniers jours, on a une équipe des Panthers qui tape la meilleure équipe de la ligue à domicile, qui part en bye week pour récupérer ses 3 joueurs principaux blessés puis suspendus, puis là maintenant tout le monde revient à 100%, à part Robert Hunt, ça arrive, il n'est pas encore complètement prêt, mais lui aussi il est sur le chemin de la guérison. Donc tu as un effectif qui revient au complet à 100%. Et en plus, dans le même temps, tu as les Buccaneers qui réussissent à se prendre les pieds dans le tapis 2 fois chez eux, face aux Saints, puis face aux Falcons. Et tu reviens, tu es en tête de division. Je vois pas de scénario où ça pouvait mieux se passer pour les Panthers. C'est la bye week parfaite, ouais, et l'enchaînement est dingue. Sur les 8 dernières semaines, les Buccaneers ils sont à 2-6 et les Panthers sont à 6-2. Donc c'est vraiment une division à part. Tout le monde le dit en disant que on se moque un peu de la NFC Sud depuis quelques années. Et comme quoi c'est une division qui est un peu spéciale. Elle l'a encore un peu cette année. On était d'accord lors de l'épisode précédent pour dire que les Panthers, et je pense aussi de manière générale, la NFC Sud était dans les derniers tiers de la NFC de manière générale en termes de ranking. Ça l'est toujours, Il n'empêche que les règles de la NFL font qu'un vainqueur de division est automatiquement qualifié en play-off et même sans wildcard. Il arrive à un moment où ce qui vient de se passer jeudi soir, ou la nuit de jeudi à vendredi, a complètement bouleversé les plans. Parce qu'on passe, comme je disais, l'objectif c'est d'apprendre, de faire progresser Bryce Young et d'avancer, d'avoir une étape supplémentaire de passer, il faut qu'on sécurise la deuxième position de la division et qu'on arrive un peu à rester, on va dire, en embuscade et gagner des matchs qui nous semblent normalement à notre portée. Maintenant, c'est la première position de la division ou rien. Et c'est aussi simple que ça. Et tu peux pas rêver meilleure situation
où, dans la réalité des faits, tu peux avoir 2 matchs de fin de saison qui ne servent à rien. C'est-à-dire que si tu gagnes contre les Saints et contre les Bucks la semaine prochaine, tu es assuré. qualifié. Mm. C'est C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. On disait en preview que 9 victoires, on espérait 9 et 8 en finissant deuxième. Et ben peut-être que tu vas finir 9 et 8, mais en te qualifiant directement pour les playoffs. Ouais, c'est ça, comme tu dis, si tu vas chercher les 2 matchs qui arrivent là des 2 semaines prochaines, le match en fait qui faisait très très peur sur cette fin de saison face aux Seahawks, bah, tu le prends aussi avec une autre philosophie, quoi. C'est vrai. Là aujourd'hui, bon, enfin si tu te prends les pieds dans le tapis contre les Saints comme on a pu le faire cette saison, va falloir assurer quand même le coup. Et maintenant on a toutes les cartes en main et maintenant c'est à l'effectif de faire en sorte que ça marche. Voilà, on va espérer pas avoir un Bryce en dents de scie très clairement, mais ça faisait un moment que dans cette division on n'avait pas eu nos cartes en main pour aller chercher les playoffs, quoi. Bah ouais, parce que comme tu le dis, là, il y a ce match contre les Saints dimanche, donc qui est à la Nouvelle-Orléans, qui va être compliqué, hein. On va en parler juste après, mais ça s'annonce difficile. Donc il est loin d'être gagné d'avance. Et puis, comme tu le rappelais, Franz, cette division est tellement impronosticable et imprévisible que bien malin celui qui est capable d'annoncer le moindre résultat. Et après, donc effectivement, du coup, tu t'offres deux cartouches pour remporter la division, puisque tu peux soit gagner au Bank of America Stadium contre les Bucks la semaine prochaine, et quand bien même tu te prendrais les pieds dans le tapis sur celui-là, tu as toujours une deuxième chance en t'imposant en semaine 18 sur le terrain de Tampa, où là ce sera un match pour vraiment le gagnant qui prend la C'est un division, play-in. quoi. Le match des Seahawks devient totalement anecdotique. Alors peut-être pas totalement, parce que il y a encore un faible pourcentage de wildcard si jamais tu le prends, mais bon, c'est très très hypothétique. En gros, il est devenu totalement inimportant pour le classement, quoi. C'est vraiment les Saints dimanche et les Buccaneers la semaine d'après. Mais on peut presque aller jusqu'à dire que si on n'est pas premier de la division, ça devient une déception. Ça devient en fait naturellement une déception, parce que Ouais, ça parce que voudra t'as eu la chance dire... de le faire. Ouais, et puis ça voudra dire que tu as perdu contre les Saints. Donc déjà, sur le fond, 2 fois en plus. 2 fois. Et qu'au moment où tu as eu la possibilité de faire quelque chose, avant on a toujours subi, toutes les saisons précédentes on a subi. On subissait le résultat des autres et puis on voyait ce qui se passait après. Là, tu es dans le contrôle. Tu récupères tous tes joueurs, quasiment tous tes joueurs, tout ton effectif. Tu as un momentum, comme le disait Guillaume. On a un enchaînement en fait de choses positives qui font que aujourd'hui la situation réelle, c'est que si tu n'es pas à première division, ça devient une déception. Et tu pourras te poser la question du niveau réel de cette équipe. C'est terrible à dire. Alors qu'on est dans les clous de ce qu'on avait annoncé, Ouais, comme tu le rappelais, voilà. en début de saison. Tu vois, on est dans les clous de ce qu'on espérait, mais la situation et notamment les résultats des Buccaneers font que tu te prends à espérer plus et tu dois faire plus que juste 8-9 ou 9-8 et une deuxième place, quoi. Parce que le haut niveau, c'est pas juste gagner-perdre. C'est être réactif face à des scénarios. À un moment donné, on en a vu des équipes qui n'allaient pas en play-off alors qu'elles avaient des bilans ultra positifs. Et on en a vu également des arnaques totales. J'ai souvenir, je crois que c'est Vikings 2022, je crois, où ils font quelque chose comme 14-3 ou un truc de ce genre-là. Et en fait, ils avaient, eux, su saisir les opportunités qu'on leur donnait. Et puis patatras, évidemment, en play-off, ça s'est planté. Mais si on veut vraiment, dans le plan de devenir une vraie équipe sur le long terme, il faut savoir saisir ça. Il y a tellement d'enjeux en plus derrière, parce que aller en play-off, c'est déjà donner à Bryce de l'expérience quant à vivre des matchs de post-season. C'est donner à notre head coach également ce genre d'expérience. C'est raviver le public. C'est du prime time l'année prochaine.
Tu gagnes des matchs en prime time l'année prochaine, naturellement. C'est également la possibilité d'aller chercher des joueurs en free agency qui sont bien meilleurs que ce que tu pouvais faire en début de saison. On a dit en début de saison après la free agency, et puis on va noter les free agents juste après, on a dit que c'était compliqué de venir à Charlotte. Bah oui, c'est compliqué, t'es nul. Les joueurs, ils n'ont pas envie de venir, tu vois, donc t'es obligé de sortir le chéquier. Bah là, ça change tout en fait d'aller en playoff. Ouais. Donc c'est crucial. C'est très clairement crucial et donc du coup voilà, ça nous fait un super lancement. Ce moment-là, il va démarrer à partir de ce dimanche. Dimanche, on affronte les Saints. Ce sera un match à 22h25. On n'en a pas eu beaucoup cette saison, des matchs à cette heure-là. La dernière confrontation contre les Saints cette saison, on a perdu sur un score de 7-17. Match un peu purge pour nous. On passe à côté de plein de choses, globalement plein de choses qui n'allaient pas dans ce match. Messieurs, je pense que globalement, on espère tous voir un visage totalement différent quand même. Oui, bah forcément. C'est sûr que tu peux pas te satisfaire d'une défaite sur le score que tu rappelais. Et puis même après, le contenu du match était pas bon. On prend 2 touchdowns sur 2 glissades de Jesse Horn. Donc c'est vrai que si tu te dis, bon, bah, il glisse pas, il réussit à rester debout, si tu, entre guillemets, si tu fais des what if et que tu les enlèves, tu te retrouves avec un score à 7-3. Pas dire que c'était un bon match, hein. Donc là clairement il faut jouer beaucoup mieux que ça. Je pense que clairement, comme on le rappelait tout à l'heure, l'enchaînement et toute la dynamique de l'équipe là, Dave Canales l'a dit, il s'est pris au jeu de regarder les matchs des Bucks face aux Saints puis face aux Falcons cette semaine. Donc voilà, ils sont tous conscients, hein, les joueurs aussi, de l'enjeu. Ils voient aussi, hein, le momentum, les planètes entre guillemets qui s'alignent. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire dimanche. Ça va être très difficile parce que c'est au stade des Saints, dans une ambiance qui va être, comme à chaque fois, très compliquée et très hostile. Mais il va falloir être à 200% et ramener la win, quoi. Je suis presque content que ce soit à l'extérieur. Bryce a toujours préféré être un peu dans des environnements un peu hostiles. Donc, on se rappelle du match contre les Falcons l'année dernière. Mais qu'est-ce qui n'a pas été dans le match? Alors, oui, il y a Jesse Horn, très bien de le rappeler. Il y a notre jeu à la course qui ne s'est pas mis en place. Donc, là, crucial. Mais là, on a Dowdle qui a pu se reposer, Hubbard qui revenait bien. Donc, j'espère que Canales va pouvoir jouer là-dessus. La ligne offensive qui est en bonne forme, très bonne forme. Donc il faut mettre en place le jeu à la course, très 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 important. Et puis, on le dit chaque semaine, le pass rush. Tyler Shough a pu faire ce qu'il a voulu contre nous. Et il apprenait la NFL tranquillement, comme à l'entraînement. Il va falloir montrer beaucoup plus d'agressivité et l'empêcher d'avoir le temps de lancer. Les glissades de Jesse Horn, elles sont anecdotiques si on empêche Tyler Shough de pouvoir lancer le ballon. Donc pour moi, ça va être les deux points centraux de ce match, parce qu'on sait que s'il y a le jeu à la course qui est mis en place, alors Bryce Young va devenir meilleur, et ainsi de suite, et l'effet boule de neige se met en place. Donc ce qui est clair, c'est que je ne prévois pas du tout une victoire sur un large score et une large avance. Ce sera serré comme d'habitude. On n'a jamais gagné largement de toute façon depuis le début de cette saison. Et il va falloir être mentalement très costaud, pas avoir peur de gagner au vu de notre situation dans le classement, et montrer qu'on a les épaules d'aller en play-off. Point. Exactement. Pardon Guillaume, excuse-moi si tu voulais. J'allais dire ce qui serait quand même, ce qui vu la jeunesse de l'effectif, c'est possible qu'il y ait effectivement une pression supplémentaire, hein, sur les épaules de ces joueurs. Voilà, on est au-dessus, comme on disait, des attentes qu'on avait, et tout de suite, voilà, il va falloir apprendre à gérer ça aussi. Et à apprendre à bien faire.
tu parlais, j'en profite, et après je te rends la main Thomas, mais on parlait de Bryce Young et des ambiances hostiles. Alors moi j'avais quand même noté, parce que j'avais pas souvenir que Bryce Young avait un super record face aux Saints. C'est quand même une équipe qui lui réussit pas très très bien. Et avec la complicité de Jojo du forum de Front Office, qui m'avait récapitulé ça, comme ça j'ai pas eu à le faire, c'est cool. Mais les stats de Bryce Young face aux Saints, c'est une victoire pour 4 défaites, pardon, 2 touchdowns, 4 interceptions, 150 yards par match et à peine 54% de passes complétées. Et ça, c'est en incluant les matchs à domicile, parce qu'à l'extérieur, il y en a eu 2. C'est 2 défaites, il est à 40% de passes complétées, 2 interceptions et un passeur rating de 47. Donc ça va être compliqué. S'il y a bien un truc qui est vrai avec Bryce et cette équipe, c'est que les semaines ne se ressemblent pas. Et bon, j'ose espérer que ça n'a pas d'incidence. Voilà, mais maintenant que je l'ai dit, de toute façon, il va sortir 350 yards, 3 touchdowns. Voilà. Donc, maintenant, c'est vrai, attends. T'es nul, Bryce, t'es nul. On ne veut plus de toi. Merci. Voilà, c'est ce qu'il faut dire d'habitude pour mettre un peu l'essence dans le maintenant réservoir. que les stats sont sortis et que on lui a donné le qualificatif, c'est bon, il va pouvoir faire son match et il n'y a pas de problème. Exactement. Non, il a fait son mauvais match cette semaine en bye week, donc c'est bon, la semaine prochaine, cette semaine il éclate tout, quoi. J'espère que l'entraînement a été très très nul. Non, mais il a été nul à la belote en plus avec ça. Ouais, je le vois bien jouer aux échecs aussi et tout. Je le vois bien faire un truc comme ça. Possible. Mais c'est pas faux, le coup de la jeunesse, il y a un truc qui est important. Toi, Ryan Fitzgerald, par exemple, tu vois, lui, il va avoir un rôle crucial, je pense, à un moment donné, quand on n'arrête pas d'avoir des scores serrés, et forcément, tu as besoin de ton kicker quand les scores sont serrés. Il est un drafted free agent, les playoffs on the line, tu vois, c'est un peu chaud. Et c'est là où les vétérans, leaders de cette équipe, doivent step up, tu vois, un Derrick Brown, on l'a vu contre les Rams, qui a step up, un Jesse Horn, un Trevon Moehrig, qui aussi a de la bouteille, un Christian Roseboom, tu vois, ces joueurs, là je viens de citer une colonne vertébrale, l'air de rien, safety, corner, linebacker, DT, les 4 que je viens de citer, ce sont des vrais, c'est de la colonne vertébrale, et comme par hasard de la colonne vertébrale défensive. Et en fait, du coup, nos vétérans sont tellement défensifs quelque part que c'est à eux de donner confiance à l'attaque, tu vois. Et ça va être clé, les 2 premiers drives, tu vois, d'empêcher les Saints de faire quoi que ce soit. Et justement, on parlait des Saints, on parlait notamment de ce dernier match qui avait eu lieu début novembre. Et justement, début novembre, le podcast débrief de ce match contre les Saints avait été l'occasion pour Alex du front office de nous poser une question. On l'a un peu tardé, mais voilà, on reparle des Saints, du coup on est dans la continuité. Hein. Quel segue, bravo. Magnifique, c'est impressionnant. Quelle note donnez-vous sur 10 aux nouvelles recrues de l'intersaison, Free Agency uniquement? On a eu quelques recrues qui sont arrivées à cette intersaison, on va les citer, et on va leur mettre une note, tous un à un bien sûr. On commence messieurs par l'attaque peut-être avec ce très cher Rico Dowdle. Alors si vous me permettez, je vais attaquer. Vas-y. Je vous grille la priorité. Ouais, top. Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose. J'ai envie de lui mettre un 8 sur 10 sur la note d'arrivée. Il a bien step up au moment où Chuba a eu son pépin physique. Là, depuis quelques semaines, on a pu voir un peu plus de difficultés, mais globalement, moi je trouve que c'est quand même un très bon apport pour la saison. Après, oui, un apport sur 1 an, donc qui ne s'inscrit pas sur la durée, c'est un peu, pour lui, il va y avoir aussi l'intention de rebondir, je pense, très clairement. Mais voilà, pour moi, c'est un très bon ajout. J'aurais peut-être mis plus si, par exemple, on avait plus de schémas, comme on les avait évoqués au niveau de l'attaque et de possibilités, mais ça retombe un peu plus sur le coaching, mais globalement, moi j'ai envie de mettre un 8. Ouais, moi j'ai pas hésité à monter un petit peu plus. Alors au début, pour être totalement honnête, j'avais fait des tiers. J'avais mis un tiers top recrue, un tiers bonne signature. Donc voilà, donc après j'ai remis des notes histoire d'être raccord. Mais moi, ouais, alors c'est histoire de pas mettre 10, mais je pense que quand tu vois le contrat, quand tu vois les attentes qu'on avait au début, et quand tu vois ce qu'il a fait et qu'il a réussi à pallier à l'absence de Chuba Hubbard, moi je mets 9,5 sur la signature et sur l'apport qu'il y a derrière.
J'ai absolument aucun souci avec cette recrue. Parfait. Alors moi j'ai mis 8 uniquement parce que donc déjà il a porté quand même cette attaque à un moment donné quand ça n'allait pas. Donc bravo à lui. Il a eu des petits pépins physiques, il a eu des hauts et des bas lui également, mais quelque part il a été parfois pas responsable de l'affaire. Au début de la saison, on lui a pas donné beaucoup de portée non plus pour pouvoir se montrer. Donc bon, c'est un concours de circonstances, d'accord. Euh, mais c'est une super recrue, c'est évident. Et au prix où on l'a payé, on ne peut être que satisfait d'avoir eu Rico Dowdle cette saison. Et si on va en playoff, on pourra clairement lui rendre hommage. Et ce sera en très grosse partie grâce à lui. Hunter Renfro, si quelqu'un veut attaquer, je vous en prie. Hunter Renfro, moi je l'ai mis dans mon tir, ne se prononce pas. Parce que on l'a pas beaucoup vu. Parce que c'était. Alors moi je l'ai jamais caché, hein, j'ai beaucoup d'affect pour Hunter Renfro, le joueur. En plus, quand tu vois son histoire et son passif de maladie et tout, c'est vrai que l'histoire est belle. Mais pour moi, on l'a pas assez vu, à part la semaine 1, pour que je puisse lui mettre une note. Moi, je lui mets la moyenne pour une seule et bonne raison. C'est que je pense que si on l'a pas beaucoup vu, c'est en grosse partie à cause de Canales et du fait qu'il voulait un type de slot et qu'on joue beaucoup avec plusieurs tight end bloqueurs. Donc à un moment donné, on peut pas jouer à plus de 11 joueurs en attaque apparemment. Sinon, moi, ce qui paraît, c'est de la triche. Voilà, je comprends pas trop, mais bon. Et qu'en fait, lui, c'est slot receveur parfait. Il peut pas vraiment faire autre chose. Donc, s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Par contre, on a eu des reports de nos journalistes sur place, pas pas ceux de Panthers FR, hein, bien sûr. On n'en est pas encore là. Mais de ceux qui couvrent la zone de Charlotte, qui disaient qu'apparemment, il est exceptionnel dans son apport à l'effectif et dans les entraînements, le côté vet et donner toute son expérience. Donc, attitude apparemment impeccable, exemplaire, merci. Donc, rien que pour ça, ça mérite la moyenne, parce que c'est pas un joueur qui coûte cher non plus. Bah, je vais assez rejoindre. Moi, je vais mettre la note de 5. C'est vrai que je mets une note assez basse parce qu'effectivement, comme le dit Guillaume, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Faut jouer, quoi. Voilà, c'est ça. Mais pour le côté histoire et puis le côté encadrement, voilà, je descends pas plus bas sur ce joueur-là qui est un super joueur de slot, mais voilà, qu'on voit moins, on va dire. Juste, si on va en playoff, je serais pas surpris qu'on le voit un petit peu plus. Alors, le truc, c'est que Canales aime tellement David Moore qu'à mon avis, entre les deux, on verrait plus David Moore revenir que lui. Mais bon, ça serait intéressant quand même d'apporter ce genre de joueur pour des catchs cruciaux comme ça, tu sais, pour un petit first down qui va bien. Tershawn Wharton, qui nous a rejoint cette saison en provenance de Kansas City, un peu blessé en début de saison. Je me lance, allez, moi je vais mettre la note de 6,5. Je sais pas trop, voilà. On l'a un peu vu par un moment, par intermittence, mais on comprend aussi que c'est pas lui qui va résoudre tous nos problèmes. On l'a payé un peu cher aussi, enfin un peu cher. Ça reste toujours relatif, mais à la dernière intersaison parce qu'on avait besoin d'amener du monde. Donc voilà, je me mets sur cette note-là. Ouais, je suis dans les mêmes eaux. Moi, j'avais mis 6 parce que pareil, je note l'arrivée en même temps que le contrat, j'ai envie de dire. Donc j'ai été un peu plus généreux que vous sur Dowdle parce que justement ce contrat était bas. Là, Wharton, il arrive avec un contrat qui est beaucoup plus imposant et j'ai envie d'en voir plus en fait. C'est-à-dire que c'est pas c'est un 6 avec encouragement si tu veux. Parce que c'est juste que voilà, j'aimerais le voir plus par rapport à l'impact qu'on pouvait en espérer. Mais ouais, c'est ça, le contrat qu'il a signé joue aussi dans cette note.
Alors moi je lui ai mis 3 sur 10. Ouf. Je lui ai mis 3 parce que c'est insuffisant selon moi. Alors il n'est pas le seul fautif dans l'affaire, hein. C'est un joueur qui était un peu particulier quand il arrive de Kansas City, mais c'est un joueur qui a quand même gagné avant. Et c'était un joueur, un defensive tackle qui était un peu hybride, plutôt porté dans le pass rush. Et j'aimais l'idée de se dire qu'on pouvait l'utiliser à différents endroits de la ligne et à différents schémas de jeu en termes de pression. Et je trouve qu'il n'a pas... Alors le coaching staff ne lui donne pas l'occasion de le faire, mais est-ce que c'est pas parce que lui ne montre pas qu'il en est capable? Alors les modifications dans les schémas entre la ligne A3 et la ligne A4 n'ont pas dû l'aider parce que c'est un peu difficile encore une fois vu son profil, mais on l'a pas vu par exemple une fois aligné à l'extérieur pour aider un X Courton par exemple. On le voit pas lui bénéficier de Derrick Brown autant qu'un Eshon Robinson par exemple. Et c'est un joueur qui est un peu moyen moins dans tout et qui n'a pas montré avoir été excellent dans quelque chose. Il fait un match correct ou deux. Sinon, je trouve que c'est décevant et j'en attendais un petit peu plus. Alors, est-ce que la blessure et son retour un peu trop rapide sur les terrains l'ont desservi? Peut-être. Mais force est de constater que c'est le seul joueur où, moi, il y a un petit côté déception qui est là. Bobby Brown. Franz, bien sûr, tu te douteras que je te laisserai donner ta note en premier pour le prochain. Oh non, je peux bien finir en arrière de toute façon, hein. Peut-être que je suis le plus méchant dans tous, mais je sais pas. Non, Guillaume, je t'en prie si tu veux. Bobby Brown, moi je l'ai mis un petit peu dans la même veine que Wharton. Pareil, il était dans mon tir mitigé. Voilà, c'était le titre que j'avais mis sur ce rang-là. J'ai mis 5, j'ai mis la moyenne, c'est autour de ces eaux-là, pareil. Parce que on l'a vu sur un ou deux matchs aussi, mais il est là pour, j'allais dire, pour faire de la viande au milieu et pour bloquer la course. On a vu que globalement la défense contre la course était grandement améliorée. La présence de Derrick Brown, comme le rappelait Franz, ça joue beaucoup aussi. Mais voilà, à partir du moment où il est embauché pour ça et que le rôle dans lequel il est, ça se voit et les résultats suivent, bah voilà, moi je l'ai mis au niveau de la moyenne, parce qu'il c'est pas un joueur majeur non plus, mais voilà, il est là pour... il fait ce qu'il a été embauché pour. Je vais partir un peu pareil, moi je vais partir sur un 6, j'ai mis un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus pour moi. Voilà. Il est là, il fait ce qu'il a à faire, il apporte du gras, il bloque les trous très concrètement, mais voilà, c'est ce que quelle est la part aussi vis-à-vis notamment du retour de Derrick Brown cette saison. Et voilà, on juge pas, entre guillemets, on juge pas un apport, on juge un apport plus un retour sur cette ligne au niveau du run stop, donc difficile pour moi j'avoue, j'ai un peu plus de difficultés. Ouais, j'ai mis 5 parce que il avait beaucoup dit, les gars, déjà. C'est un ose, donc déjà, lui, contrairement à Deshaun Wharton, il n'a pas un rôle hybride, il est là pour vraiment un apport spécifique. Et c'est celui qui a le plus souffert, en fait, des changements tactiques d'Ejiro Evero. Il devait être un point d'ancrage dans une 3-4 bien définie, et au final, c'est plus trop le cas. Et d'ailleurs, son nombre de snaps, il a baissé, et c'est devenu un joueur de rotation, en fait. Et pour un joueur de rotation, en fait, il est très correct. Il est très très correct en joueur de rotation. Donc 5 sur 10, c'est la moyenne, c'est normal, c'est bien. Il apporte son run def, il apporte la fatigue de la ligne offensive. Il est là pour crever les gens quand il y a besoin de faire de la rotation. Et voilà, c'est bien, c'est suffisant. Et voilà, donc on ne peut pas en dire beaucoup plus. Okay. Autour de Christian Roseboom. Franz, si tu veux attaquer. Ouais. Bah... Sortez les magnétos, c'est maintenant. Alors, Christian Roseboom. Non, j'ai pas mis d'ennemis, hein, c'est pour ça. Mais bon, ouais. Allez, j'aurais mis 6,5 sur 10. Pourquoi 6,5? Parce que bon, il y a eu des hauts et des bas. Il y a des très hauts et il y a des très bas.
Donc heureusement, il y a un petit peu plus de très haut. Il a bien rebondi après 4 semaines très 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 compliquées au début de la saison. Et il a su, alors je ne sais pas du tout comment se sont déroulées les discussions en interne par rapport au play calling, Aux appels de jeu, ouais. aux appels de jeu, à la pastille verte, à partir du moment où c'est passé chez Trevin Wallace. Mais j'ose croire qu'il est également, il était favorable à cette décision et bien lui en a pris parce que tout de suite au sortir de 4 semaines très compliquées, il fait son meilleur match contre Miami, un match exceptionnel et ça montre ça montre le bonhomme, ça montre le linebacker que c'est et qu'en fait il essaie pas de devenir quelqu'un d'autre. Il faut savoir jouer avec Christian Rosbaum, il faut savoir l'utiliser avec ses qualités et ses défauts. Et bravo à Ejiro Evero pour ça, parce que je trouve que du coup, la note, elle progresse, elle démarrait à 1,5, 2 au début de saison, et en fait, il a eu des matchs à 9, et donc du coup, 6,5, je trouve que c'est à peu près logique. C'est un joueur qui est très très bon dans le plaquage, dans la dureté, dans l'agressivité, qui a une couverture qui est assez moyenne, mais qui a la chance d'avoir des coéquipiers qui viennent aider par rapport à ça. Et qui a un sens du plaquage qui peut être très très bon. Donc voilà, un 6,5 mérité avec une run def qui a progressé aussi grâce à lui. Puisque tu lui as augmenté sa note d'un demi-point, moi je lui ai baissé la mienne d'un demi-point pour venir en compensation. Du coup, ça va lui la ramener à 7,5 parce que voilà, comme tu l'as dit, il est assez unidimensionnel. Il était, je pense que quand il a été signé, il était attendu qu'il ait un rôle un peu plus pas majeur, mais tu vois, on pensait que c'est lui qui allait contrôler un peu la défense. Tu parlais de la pastille verte et tout, et en fait c'est pas pour lui quoi. Il a pas réussi à le faire, donc il s'est mis aux ordres entre guillemets de Trevin Wallace. Et dans ce rôle de run def, de blitz, tout ça, il est très bon. Par contre, c'est vrai qu'en défense contre la passe, c'est beaucoup plus limité. Donc voilà, moi je suis allé à 7,5. Mais comme tu le dis, il faut rappeler que celui que tu avais qualifié, si je me souviens bien, de Robert Spillane du pauvre, ou si je reprends tes mots. Tout à fait, ou le débile Van Ginkel. Ouais. Mais voilà, il est parti de très très bas et il a quand même bien répondu aux attentes sur pas mal de points. Donc voilà, c'est normal que la note monte et qu'elle arrive jusqu'à 7,5. Mais écoutez, je vais mettre tout le monde d'accord. Moi j'étais parti sur 7, donc voilà, en moyenne. Rien à dire de plus que Franz et Guillaume sur ce coup-là, globalement. Et d'ailleurs, excuse-moi. Pardon, Non, juste un point. D'ailleurs, tu parlais de blitz, tu vois. Ce serait une bonne idée qu'on augmente notre nombre de blitz pour ce week-end. Vous savez quand même qu'on est la 27e équipe qui blitzons le plus, donc on blitz très 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 rarement. Et ça pourrait être une excellente idée, étant donné qu'on a un pass rush qui est un peu en difficulté, de se dire tiens, si on blitzait un petit peu plus. Enfin bon. Et Giro, si tu nous écoutes. Voilà, pour laisser un peu de trou aussi pour Meurig, pour tenter des trucs aussi, voilà. Meurig, du coup on va en parler juste après. Juste avant on a le cas Pat Jones. Pat Jones, moi j'avoue pour l'instant je suis parti sur la moyenne, je suis parti à 5. Voilà, il a eu des blessures, il est là, il fait un peu tampon, mais c'est pas la solution sur le long terme. Voilà. Il est de retour lui aussi, non ? Je crois pas. Non ? Je crois qu'il est fin de saison. Il est out pour la saison ? Je me demandais. Il me semblait. D'accord. Voilà. Pat Jones. Alors Pat Jones, moi, il fait partie c'est le joueur sur lequel j'ai entre guillemets le plus hésité à le mettre en ne se prononce pas parce qu'on l'a pas beaucoup vu, il s'est vite blessé. Ou alors, si j'avais dû lui mettre une note, je pense que pour le coup, j'aurais tourné autour de 3. T'as raison. Parce que on l'a pas vu. Et il avait quand même été... les matchs, ce que je veux dire, c'est que les matchs où il a pu jouer, on l'a pas vu sur le terrain, dans les stats, dans l'impact, dans
dans le jeu, donc j'ai un peu déçu. Et puis en plus, manque de peau pour lui, il s'est blessé derrière. Donc voilà, très embêté pour lui mettre une note. Moi, j'ai mis 4 parce que je suis un peu moins dur que Guillaume sur l'impact sur le terrain. Le peu qu'on a vu, j'ai aimé des choses. Il a un sac sur 4 matchs. Il a mis beaucoup plus de pression. En tout, il a 8 hurry sur ces 4 matchs qu'il a joué. Donc moi j'aurais bien aimé, et le problème c'est qu'on l'a pas beaucoup vu à l'opposé de Nick Courton. J'aurais adoré avoir les deux sur le terrain parce que je pense que les lignes offensives auraient dû quand même plus se concentrer sur Pat Jones aussi, et ce qui aurait pu ouvrir des brèches pour Nick Courton. Mais bon, donc moi j'ai mis 4. Ouais, je pense que c'était le plan hein, au début. Ouais, peut-être, je pense bien, ouais. Donc voilà. On en parlait juste avant, c'est au tour de Trevon Moehrig. Messieurs, si l'un de vous veut commencer. Bon, vas-y, Thomas. Vas-y, Thomas. Parfait. Moi j'ai envie de mettre un 8 sur 10. Je suis content de l'apport qu'il fait. Voilà. J'aime bien en fait certains des schémas dans lesquels on peut l'utiliser. Notamment l'apport, on en parlait juste avant, des fois sur les blitz, quand il va aller chercher le quarterback. Moi c'est un truc que j'aime bien. Bon après, il a aussi des fois des petits pets au casque, comme on a pu le voir il y a quelques semaines. Mais bon, voilà, on avait un besoin quand même sur ce poste-là. Et pour moi aujourd'hui, il y a quand même du mieux, quoi, très clairement. Ouais, moi j'étais un peu plus généreux, j'ai même mis 9 parce que il a un gros contrat dont on avait beaucoup misé sur lui. On avait quelques réserves quand même, nous, par rapport à ça, notamment le côté unidimensionnel. C'est vrai qu'il est pas beaucoup dans la couverture aérienne, mais il est super bien utilisé par Ejiro Evero dans ce rôle de nickel blitzer en plaquage. Il est impressionnant depuis le début de la saison, donc c'est pour moi pas loin d'être notre meilleur défenseur, ou en tout cas il est dans le trio de nos meilleurs défenseurs depuis le début de l'année, je trouve. Donc je lui mettais un joli 9. Ouais, j'ai mis 7 parce que moi il y a des trucs qui me manquent, mais après il couvre des brèches, c'est clair, donc je suis prêt à lui donner un demi-point de plus si vous voulez, mais il couvre des brèches clairement, que ce soit au poste de linebacker, parfois même à l'extérieur de la ligne défensive. C'est un mec qui adore aller au mastic, qui adore aller au contact. Il a l'ADN keep pounding de Carolina, c'est certain. Mais bon, j'aime beaucoup le joueur. Il nous fait une très bonne saison dans une défense qui est en progression et qui n'est pas encore dingue. Est-ce que il a sa place dans une top défense? J'ai encore un doute. Voilà, je sais pas si ce que je dis est compréhensible, mais c'est clair que là il brille parce que ce qu'il y a parce qu'encore une fois on est obligé de rattraper des choses qui vont pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'énergie, la mentalité, oui, son petit pet au casque, oui, mais apparemment, bon, il y a eu pas mal de choses qu'on dit que Ja'Wuan Jennings, apparemment, c'est un gros salopard. Ok. Et sans lui, je pense qu'on aurait été dans une bien plus mauvaise situation dans pas mal de matchs. Donc clairement, il est au-dessus de la moyenne. Et oui, il est dans le top de ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, Sam Martin, notre punter. Guillaume, si tu veux attaquer. C'est toujours compliqué de noter un punter, hein, sauf à l'époque où on avait Johnny Aker et que c'était lui notre meilleur joueur à l'époque, mais c'était pas forcément que des saisons pas très glorieuses encore une fois. Que de son fait. C'était lui qui brillait. Voilà, mais il faut reconnaître que Sam Martin est très très bon. Le nombre de punts qu'il fait dans les 10 yards adverses, voire dans les 20 yards adverses depuis le début de la saison, j'ai pas le nombre, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et donc voilà, moi je lui mets un bon 8 sur la recrue, parce que voilà, il est très bon dans ce qu'il doit faire. Alors malheureusement, il a le poste qu'on aimerait ne jamais voir sur le terrain, plus ou moins. Mais ouais, franchement, c'est une super saison de sa part et une très bonne recrue, quoi. Ouais, j'ai mis 8 également. C'est un des meilleurs punters de la ligue.
Il avait en plus quand même un coup de pied signature qui a été copié un peu avec ses knuckleballs un peu difficiles à lire en l'air. Et il est excellent, donc clairement très très bonne recrue. Ouais, moi j'ai pas mis de 9, du coup je vais le mettre maintenant. Globalement très très satisfait. Enfin franchement, comme tu le dis, Franz, on n'est jamais content de voir un punter sur le terrain parce que c'est à dire qu'on rend le ballon bien sûr, mais globalement quand il le fait bien. Donc une bonne recrue. Ouais. Donc ouais, voilà pour les nouvelles recrues de l'intersaison. Je propose qu'on bascule sur les autres questions. Allons-y. Alors, question de Baron Ours. Après la victoire contre les Rams, on a notre destin entre les mains pour finir premier de la division. Est-ce que Dan Morgan est la vraie raison pour laquelle on s'améliore autant cette année ? Choix, draft, transfert. Je me permets de vous couper l'herbe sous le pied, enfin peut-être pour attaquer, à répondre à la question. Bien sûr. On vient du coup de parler bien sûr des free agents, que ce soit en fait sur les free agents ou sur la draft. Globalement, je trouve que cette année, on a quand même été assez bien lotis en ressenti global. Donc ouais, j'ai envie de dire qu'une partie, et peut-être une bonne partie de la réussite peut lui être imputable. Moi clairement j'ai aucun tabou avec ça. Donc ouais, non, faut continuer sur cette lancée. L'équipe a globalement très très bien progressé par rapport à ce qu'on a pu voir la saison précédente. Toujours des cafouillages, toujours des trucs qui vont pas par moment. Mais on a pu avoir un peu peur en début de saison au vu de certaines performances. Mais là aujourd'hui, au point où on en est, on est un peu plus rassuré. Donc je pense que oui, ça a été une des raisons principales de cette amélioration. Ouais. Franz, vas-y si tu veux. Ah oui, Quelque chose. Dan Morgan avec Brand Tillis quand même, qui est celui qui l'exécutive vice president des opérations football. Donc c'est Monsieur Gros Sous, gestion de cap, tout ce que tu veux. Et les deux font un travail exceptionnel parce qu'on a vu une gestion également du cap très bien déroulée. Les joueurs qui ont été pris, ont tout, que ce soit les re-signatures, les recrues et quasiment tous les rookies, ont eu un impact à un moment donné cette saison, ont joué et ont eu un impact, ce qui n'est pas tout le temps le cas, loin de là. Donc bravo. Et puis c'est une équipe qui a une ligne directrice qui a du sens. Et même quand les résultats, tu vois, étaient pas là, ok, il y avait le focus sur Bryce, mais on voyait quand même les autres présents et présents pour de bonnes raisons. Il y a eu le focus sur la ligne offensive l'année passée, qui était faisait partie de stratégie, qui était nécessaire. La stratégie a été menée. On a été dans la défense cette année. Avec une défense quand même qui a eu des hauts et des bas, mais qu'on sent quand même impactante. Qui est du mieux. Qui a du mieux. Ensuite, il y a eu le choix de Teterewa Macmillan, et aujourd'hui, je crois que ce choix est indiscutable. Même Steve Smith l'a validé. Donc voilà. Tout a une logique. Il y a un côté sain dans également l'organisation qu'on n'a plus eu depuis l'arrivée de Tepper. Tepper, on n'entend pas. Dan Morgan prend ses responsabilités et Dave Canales prend ses responsabilités. Donc, c'est ce qu'on veut, nous. Et Dave Canales fait son boulot tranquillement dans son coin. On lui laisse la place. Et pour ça, ça veut dire que le travail dans l'ombre, en amont, il est bien fait. Donc oui, Dan Morgan est clairement à citer comme un GM qui a fait correctement son boulot cette saison. Ouais, et c'est bon, je t'avais laissé la main justement parce que moi je voulais coupler effectivement ma réponse à sa deuxième question par rapport à justement la bonne formule avec Tillis et Canales, parce que pour moi ça va avec. Tu peux pas isoler l'un des trois du trio, et j'ai presque même envie, parce qu'on lui a tapé dessus quand même pendant des années, de rajouter Tepper dans le lot, qui a réussi à aller contre sa nature entre guillemets et à rester dans l'ombre. Et là tu l'as pas entendu jusqu'à la semaine dernière, quoi, grosso modo, où les Panthers avaient un
un événement de Noël ou je sais pas quoi, et avec la fondation Tepper, il y avait pas mal de joueurs qui étaient là, et du coup on lui a posé 2-3 questions sur le succès de l'équipe jusque là et tout, et il a juste dit qu'on était dans la bonne direction. Et c'est vrai que du coup oui, la réussite vient de tous les étages pour moi, de Dan Morgan, de Canales, qui clairement son discours il prend auprès des joueurs, il prend même auprès des supporters et des fans, j'ai envie de dire. Et puis aussi bien la free agency, comme on l'a dit tout à l'heure, que la draft, il y a une stratégie qui est mise en place, on s'y tient, les résultats suivent, donc oui, clairement c'est une réussite globale du front office collective. Ouais. Et on espère que c'est effectivement la bonne formule pour la suite, quoi. Il y a un truc qui est important également, juste dernier point, c'est que les free agents, j'y crois vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication, ils sont contents d'être là. Quand on voit ce que disent Damien Lewis ou ce que dit Robert Hunt, par exemple, qui sont même si Robert Hunt, malheureusement, on l'a pas beaucoup vu cette saison, mais on espère le voir en playoff, ça montre aussi des choses. C'est-à-dire que les gars, ils ont envie de se battre pour la franchise, et ils sentent qu'il y a un vent qui se tourne, et ils ont envie d'en faire partie. Et ça, tu ne peux pas avoir cet état d'esprit si tu as un problème avec ton patron. C'est pas possible. Donc, comme dans n'importe quelle entreprise, même si tu vois que la boîte est en train de marcher, mais que ton patron c'est un connard et que tu n'arrives pas à vivre, à te lever le matin pour aller au boulot, tu n'y arriveras pas et tu n'auras pas envie de rester. Donc, je suis assez optimiste là-dessus, oui. Et on a un dernier morceau de questions de Mil Kamzakov qui nous demandait, ça partait d'un constat qui dérive en question. Globalement, sur les 6 victoires, on a 6 belles performances de Bryce Young, mais pas forcément du reste de l'équipe, O-line, défense, etc. Ouais. Sur les défaites, j'ai l'impression que c'est presque 100% de mauvais matchs de Bryce Young. Ouais, j'ai rajouté ce point-là parce que j'avais promis de lui répondre en live et pas de répondre sur le Discord, parce que je suis pas d'accord avec lui là-dessus. Sur les 6 victoires, il y a que 3 matchs à peu près. Il y a 3 matchs, bons matchs de Bryce Young, et 3 autres très moyens, hein. Il y a évidemment les Rams, il y a Atlanta, et il y a Dallas. Voilà, c'est les 3 bons matchs de Bryce Young. Pour le reste, il y a eu soit une défense qui a été au-dessus de son niveau normal, #Atlanta, soit il y a eu de la course à gogo qui ont permis de sauver les miches de son quarterback, #Miami, et puis la défense aussi pour Green Bay, qui a été très présente. C'est surtout Green Bay qui n'était pas présent. Donc, de là à dire que quand Bryce est bon, Carolina gagne, et quand Bryce n'est pas bon, Carolina perd. Moi, je trouve que c'est un raccourci qui est un peu trop rapide, et je suis pas complètement d'accord avec ce point. Ce qui est certain, c'est que je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un très grand spécialiste de football pour dire que tu as besoin d'avoir ton quarterback à un bon niveau pour espérer gagner un match, c'est sûr. Ok. Mieux. Rien de nouveau, exactement. Voilà, assez raccord. Je crois qu'on a globalement fait le tour, messieurs. Moins que vous ayez quelque chose à ajouter vous avez un petit prono peut-être contre les Saints? Ouf, je sais pas si j'ose y aller. Chapeau pointu. J'ai envie d'y croire. C'est pas souvent le cas, hein. Vous savez que je suis plutôt du genre pessimiste sur mes pronostics. Là, j'ai envie d'y croire. Mais j'ai aussi très peur de Bryce Young dans ce stade. Alors après, voilà, à voir est-ce que l'enjeu va réussir à le motiver, j'allais dire encore un peu plus, et à l'aider à exceller. Par contre, ce que je pense, c'est que ça va être un match très serré. Ouais. 19-17 pour les Panthers. 19-17, ok. Mais je crois que j'ai pas fait un bon prono depuis le début de la saison, donc. Voilà,
si le score est inversé, vous saurez à qui adresser vos plaintes Et vos réclamations. et vos réclamations, exactement. C'est pas grave, je prends. Messieurs, ça a été un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission. Partagé. Et merci. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'écoute et à vous dire à la semaine prochaine pour le débrief. Ciao. Ciao, keep pounding.